Je remercie la chère Colibex pour son accueil. C'est vrai que quand l'appel à contribution circulait au mois de juillet-août, on ne s'imaginait pas à quel point l'actualité serait brûlante. Néanmoins, c'est vrai qu'il ne faut pas que la situation américaine invisibilise ce qui se passe dans les contextes qu'on a évoqués. Donc je reviens au contexte français, donc en lien avec des choses qui ont été dites par Pierre-Nicolas Baudot et Titouan Carrère, mais avec aussi des échos avec ce que Marie Spodvin vient de dire, notamment sur la question du rôle des groupuscules identitaires, du populisme dans les atteintes aux libertés académiques. Et donc je démarrais en 2022, en renaviguant aussi jusqu'en 2017, qui est une date importante en France. Parce qu'en 2022, Éric Zemmour, candidat malheureux aux élections présidentielles françaises pour le parti néofasciste Reconquête, dénonce le grand endoctrinement au service du grand remplacement à l'œuvre dans les universités françaises. Et son acolyte, Marion Maréchal Le Pen, qui se présente comme une gramschiste de droite, désigne les institutions du savoir comme le terrain d'une bataille culturelle et d'une métapolitique. En 2023, le parti du Rassemblement national, qui est le parti d'extrême droite majoritaire en France, qui compte alors 120 députés à l'Assemblée nationale, lance une association parlementaire pour lutter contre le péril woke, je cite, qui aurait transformé les universités en espace de propagande, défendant une vision du monde totalitaire, dixit Roger Chudeau, député du Rassemblement national. Donc les années 2020, elles voient s'accélérer un phénomène qui était déjà présent auparavant, la fabrique d'un problème universitaire par les extrêmes droites, animé par un projet de mise au pas de toutes les institutions publiques du savoir, de la recherche et de l'enseignement. Et l'un des facteurs, c'est pas le seul, mais l'un des facteurs de cette accélération relève à mon sens de la rivalité politique entre la droite et les extrêmes droites, autour d'une concurrence entre, en France, la droite tendance LR, les Républicains, le Rassemblement national et Reconquête. Et donc, plusieurs députés réunis à l'initiative des députés Roger Chudeau, Philippe Olivier et Patricia Chagnon, qui sont tous du Rassemblement national, voilà, une quarantaine d'élus au total, rejoints par Stéphane Ravier, qui est sénateur Reconquête, vont organiser un colloque le 21 avril 2023, colloque qui faisait suite au colloque évoqué par l'un des collègues après la déconstruction, inauguré en Sorbonne par un ministre de l'Éducation en pleine affinité avec l'extrême droite, et qui s'intitulait, ce colloque d'avril 2023, « Déconstruire la déconstruction ». Remarquable illustration de la logique permanente de l'inversion propre aux rhétoriques fascistes, analysée, à mon sens, magistralement par le philosophe Jacques Bouvresse comme rhétorique de l'innocence persécutrice. Ça renvoie, Maryse, à ce que tu disais sur cette inversion permanente pratiquée par les extrêmes droites et largement utilisée dans le cadre de la propagande nazie comme jalon historique. La création de cette association qui se présente comme transpartisane était elle-même une réponse à la mise sur pied, côté Reconquête, de l'organe Parents Vigilants. Donc de collectif en association, de colloque en colloque, la bataille entre les partis rivaux d'extrême droite se poursuit avec ce grand renfort de communication politique, cette surenchère anti-wokiste, et qui vise finalement à ancrer dangereusement cette surenchère dans l'évidence d'une idéologie qui reste une idéologie violente et qui semble communément partagée, en tout cas par ces partis. Donc je démarrais pour planter le contexte par un bref état des lieux des atteintes aux libertés académiques, ou en tout cas des attaques. Je serais voilà, un petit peu plus pessimiste peut-être que tu l'as été, Éric, parce que certes, le fait que tu aies été menacé de décapitation n'est pas une atteinte à ta liberté académique, mais c'est une attaque. C'est-à-dire même si elle a échoué et que c'était même contre-productif te concernant. Mais enfin, voilà, ça reste des attaques et je pense que c'est important aussi de les documenter. Donc bref, état des lieux de ces attaques envers les libertés académiques, avec d'abord de nouveaux acteurs qui opèrent à différentes échelles et qui s'inscrivent dans des formes de pouvoir qui ne sont pas seulement des formes de pouvoir étatiques, qui viennent à la fois de l'extérieur, voire de l'intérieur de l'université. Moi, je vais surtout me concentrer sur les acteurs extra-universitaires. Donc effectivement, ça a été rappelé par Pierre-Nicolas Baudot et Titouan, enfin, surtout par Pierre-Nicolas Baudot. Il y a des administrations qui s'autorisent de leur pouvoir pour exercer des pressions sur des enseignants et des chercheurs,
des individus qui s'autorisent peut-être plutôt de leur autorité pour procéder à des intimidations, voire à des menaces, individus qui s'autorisent d'une autorité épistémique ou politique dans la mesure où ils s'inscrivent dans des partis ou des mouvances politiques dont l'abolition des libertés académiques fait clairement programme, tout en étant à la fois un moyen et une fin de conquête ou de renforcement du pouvoir. Et ce qui est intéressant aussi, je trouve, sont les collusions, pas seulement idéologiques d'ailleurs, mais aussi matérielles, entre ces différentes échelles, qui forment une sorte de vaste réseau réactionnaire contre les libertés académiques. Ces différentes échelles, il y a par exemple l'échelle parlementaire, c'est celle que j'évoquais en introduction, des députés Rassemblement national, sénateurs Reconquête, des députés du Parti Les Républicains, et d'ailleurs sur la convergence entre les élus du Rassemblement national et de la droite dite républicaine, dont le ministre actuel Bruno Retailleau en France est emblématique. Il y a le travail journalistique de Camille Vigogne-Lecoat qui montre que cette collusion, elle n'est pas seulement fondée sur des bases idéologiques, mais sur un vaste système de corruption politico-financier dont on entend beaucoup parler côté RN actuellement en France. Donc il y a une échelle parlementaire, il y a une échelle gouvernementale, des ministres très orientés, comme Frédérique Vidal, qui a été évoqué tout à l'heure, faisant campagne contre l'islamo-gauchisme entre 2017 et 2022, Patrick Hetzel en 2024, ancien député Les Républicains, auteur d'une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête relative à l'entrisme idéologique et aux dérives islamo-gauchistes dans l'enseignement supérieur. Ça, c'était une proposition déposée en avril 2024 à l'Assemblée nationale. Et puis, ça pourrait n'avoir aucun lien, et pourtant on a vu que ça en avait. Ministre de l'Éducation nationale qui a compagnonné avec Frédérique Vidal, Jean-Michel Blanquer, qui n'était pas le dernier à avoir un certain nombre de propos sur beaucoup de questions d'ailleurs, et en particulier l'enseignement supérieur, bien qu'encore une fois, il était ministre de l'enseignement de l'Éducation nationale, qui concerne donc le primaire, le secondaire, et certainement pas l'enseignement supérieur et la recherche. Au sein des universités, on peut aussi se poser la question de ce que Joan Scott appelait récemment l'obéissance par anticipation. Donc elle reprenait récemment ce concept de l'historien des régimes totalitaires Timothy Snyder dans un communiqué de l'Association américaine des professeurs des universités, et elle le reprenait pour exprimer sa crainte que les conseils de direction n'agissent avant même que des pressions politiques soient effectivement exercées. Ce qui veut dire qu'il peut y avoir des présidences d'universités plus propres que d'autres à résister à des injonctions de censure des libertés académiques, ou plus zélées et promptes que d'autres à les anticiper. Il y a également l'échelle associative, qui donc là prend part à la société civile. Je pense par exemple à l'Organisation juive d'Europe, qui est une association qui a porté plainte récemment contre un chercheur spécialiste de l'islamisme politique, François Burga, qui sera jugé pour apologie du terrorisme le 24 avril au tribunal d'Aix-Marseille. Et puis, il y a l'échelle des groupuscules politiques néofascistes. Alors, en France, il y en a plein, donc là, il ne s'agit pas de dresser la liste exhaustive, encore une fois, mais voilà, les identitaires, notamment les ex-générations identitaires, groupuscule qui a été dissous, le collectif Némésis, qui se manifeste beaucoup contre les théories du genre, C9M, qui se mobilise contre le wokisme. Et ce qui est intéressant, c'est que parmi les membres de ces groupes, on voit qu'il y a des personnes relais qui transitent entre ces milieux identitaires ou nationaux révolutionnaires et l'extrême droite parlementaire. Damien Rieu, qui était le fondateur de Génération Identitaire et qui est devenu assistant parlementaire Reconquête. Axel Lousteau, ex-membre du GUD, longtemps trésorier de l'association de financement du Rassemblement national. Donc on peut documenter aussi des liens matériels entre ces différentes échelles, entre ces différentes strates. C'est pour ça que l'image du réseau réactionnaire me semble une bonne image. Et puis dernière échelle, mais qui est aussi la plus visible et la plus bruyante, c'est la fachosphère, avec tous ces sites et ces réseaux sociaux, type Riposte laïque, F de souche, Frontières, Livre noir, qui est un relais très efficace en fait pour mettre en œuvre des campagnes d'intimidation, des campagnes de haine, afin de créer un climat de terreur
parmi les enseignants-chercheurs, et avec une intentionnalité qui est clairement une intentionnalité de réduire, par un effet d'intimidation, les libertés académiques, et donc de créer une forme de censure, ou d'auto-censure en tout cas, chez les chercheurs. Les libertés académiques, ou les atteintes plutôt aux libertés académiques, prennent aussi différentes formes. Effectivement, selon les acteurs, ces atteintes peuvent relever de la répression administrative. Je pense que c'est en particulier ce dont il a été question dans la conférence d'ouverture. Par exemple, je pense au cas qui est très actuel en ce moment, alors pas en France, mais à l'Université de Lausanne, de Joseph Daher, qui voit son contrat en tant que chercheur invité non renouvelé. Et le lien est explicite entre ce non-renouvellement et ses prises de position en faveur de la Palestine. Il faut savoir en plus, pour montrer toujours cette collusion entre différentes échelles, que cette répression administrative, elle suit ce qui a d'abord surgi sous la forme d'une campagne de diffamation dans la presse suisse romande et suisse alémanique. Donc on voit bien qu'il y a une porosité entre les différentes échelles. Autre forme d'attaque envers les libertés académiques, la haine en ligne. Donc c'est raids numériques qui comportent des menaces de mort, qui touchent un certain nombre de chercheurs. Ça a été le cas d'un certain nombre de chercheurs ces dernières années en France. Je pense tout récemment à Hélène Urpi à l'université de Toulon, professeure de droit public, qui a fait l'objet d'un véritable guet-apens, qui tombe sur un tract du syndicat étudiant La Cocarde et qui réagit à ce qui apparaît comme visiblement une provocation en montrant que les propositions de ce syndicat sont contraires aux droits humains, et qui en profite pour nourrir un cours sur l'état de droit, et qui se retrouve filmé à son insu par l'un des étudiants, et la vidéo tombe miraculeusement, magiquement, entre les mains de la députée RN, Laure Lavalette. Donc sur les collusions des différentes échelles, c'est intéressant. Et ça donne suite à, sur la fachosphère, une campagne de haine, et elle va demander la protection fonctionnelle qu'elle obtiendra de la part de l'université, etc. Donc on voit que il y a des campagnes très violentes qui visent encore une fois à, même si elles échouent partiellement à le faire, mais qui visent explicitement à intimider, voire à censurer les chercheurs et leur liberté académique. Et puis il y a une troisième forme qui est celle de la répression pénale. Et là, c'est par exemple le cas que j'évoquais à l'instant de François Burgat, qui est en procès pour apologie du terrorisme. Les objets ciblés ne sont pas non plus indifférents, puisqu'on voit très bien que c'est toujours un peu les mêmes objets. C'est pas les libertés académiques de manière générale et abstraitement qui sont visées, c'est des chercheurs qui travaillent sur des objets très précis. Les travaux sur les questions migratoires, qui justement sont des travaux qui en général réfutent la propagande d'extrême droite. Les travaux sur les études de genre, les études féministes, qui vont nourrir toute la réfutation de l'essentialisme, qui questionnent les relations de pouvoir, qui traverse les catégories de genre et les formes de sexualité, et qui donne une assise, effectivement, pour des luttes pour les droits des personnes LGBT, queer, intersexes, etc. Les travaux qui mobilisent le concept de critique de race. Alors, peut-être que Titouan, qui a travaillé sur ces questions, aurait plus de choses à dire que moi, mais je trouve que c'est frappant parce qu'en France, il y a quasiment vraiment très peu de chercheurs qui travaillent sur le concept, la théorie critique de la race. Ils se sont tous exilés en Écosse, au Royaume-Uni, aux États-Unis, etc. Je pense en philosophie à quelqu'un comme Norman Ajari ou Malcolm Ferdinand, qui partent en fait pour pouvoir travailler sur cet objet-là ou dans ce cadre conceptuel-là. Les recherches décoloniales, qui remettent en question les dispositifs de pouvoir historiquement organisés sur la base de critères ethno-nationaux et racistes, les travaux sur la laïcité, qui critiquent en particulier le dévoiement du principe constitutionnel de laïcité au profit d'une néo-laïcité identitaire, pour reprendre les analyses du sociologue Roland Pfefferkorn, par exemple, et donc le concept de laïcité qui va être utilisé, instrumentalisé dans des campagnes islamophobes. Ça, c'est aussi très spécifique au contexte français. Et puis, toute une batterie de travaux sur l'islam ou l'islamisme, sur la radicalisation, sur le Moyen-Orient et bien sûr
sur la Palestine, en particulier depuis le 7 octobre 2023. Et là, je pense à un certain nombre de chercheurs qui travaillent sur ces objets-là, qui ont été ciblés par des pressions ou des campagnes de haine, comme Iman El-Feki, qui travaille sur la radicalisation, Caroline Guibé-Lafaille, qui a fait l'objet d'une répression administrative absolument très, très, très intense, qui est spécialiste de la radicalisation, en particulier du PKK, François Burga, que j'évoquais, Stéphanie Lat Abdallah, qui est spécialiste de la Palestine, et la liste est évidemment plus longue que ça, mais c'est pour donner une idée de cas précis et actuels. Dans ce contexte-là, une fois cet état des lieux brièvement rappelé, j'aimerais formuler un problème qui va rejoindre par un autre biais la question de la démocratisation des savoirs et faire la jonction entre ou questionner le périmètre des libertés académiques. Parce qu'il me semble crucial de ne pas isoler en quelque sorte la liberté académique dans un champ qui serait strictement académique, ce qu'on est invité à faire finalement, de rester en quelque sorte prisonnier, assigné à une espèce de tour d'ivoire de l'académie qui serait complètement étanche du débat public, de la sphère de la société civile, de la sphère politique, etc. Or, grâce à la liberté académique, des travaux sont publiés, mais ensuite ils sont aussi enseignés, et pas seulement par les enseignants-chercheurs dans l'enseignement supérieur. Ils sont enseignés de manière extrêmement démocratique par les professeurs du secondaire. Et c'est précisément à cette échelle que l'offensive de l'extrême droite s'avère particulièrement intense et organisée. Et c'est vrai que l'école de la République, elle s'est construite en France, malgré de gros points aveugles, sur l'héritage de la Révolution française comme structure d'émancipation collective. Je cite un petit extrait d'un discours de Jules Ferry au congrès pédagogique du 25 avril 1881, où il disait « Autrefois, on vous recommandait de ne pas faire de la politique, mais ne pas faire de politique voulait dire faire sournoisement de la politique contre la République. Vous devez enseigner la politique. Comment n'aimeriez-vous pas et ne feriez-vous pas aimer dans votre enseignement et la Révolution et la République ?» Bon, certes, on pourrait dire que Jules Ferry n'était pas non plus un islamo-gauchiste, c'est le moins qu'on puisse dire, mais bon. Donc c'est intéressant parce qu'on voit que le champ des savoirs et de leur enseignement, il demeure un enjeu d'affrontement entre émancipation et réaction, y compris avec un grand R historiquement, dont les partis et mouvements réactionnaires se sont largement ressaisis. Et déjà au 19e, fin 19e, début 20e siècle, les mouvements et les partis réactionnaires vont faire fond sur le concept de neutralité pour neutraliser la vocation émancipatrice des institutions publiques du savoir. Les enseignants-chercheurs doivent être neutres, sous peine de tomber dans un entrisme idéologique. Les enseignants du secondaire sont soumis à une obligation de neutralité. Il faut sanctuariser l'école, qui devrait être un lieu de connaissance pure, indemne de la réalité politique, historique et sociale, et donc qui devrait être le lieu d'une transmission d'une connaissance anhistorique, donnée, non pas construite, concentrée sur des mathématiques éternelles et une langue inamovible, héritée et immuable. Et donc, bien sûr que cette neutralité prétendue, elle dissimule un combat politique en faveur de la réaction, dont Jean Jaurès non plus n'était pas dupe, puisque en octobre de 1908, il écrit, je vous le cite, « La plus perfide manœuvre des ennemis de l'école laïque, c'est de la rappeler à ce qu'ils appellent la neutralité et de la condamner par là à n'avoir ni doctrine, ni pensée, ni efficacité intellectuelle et morale. En fait, il n'y a que le néant qui soit neutre. » Fin de la citation. Donc c'est intéressant de voir que déjà, fin 19e, début 20e siècle, les choses sont posées et la réactivation de ce fantasme et de cette injonction à la neutralité questionne par rapport à l'utilité sociale des institutions publiques, de l'enseignement et de la recherche. Et donc, ça m'amène à réfléchir notamment sur l'articulation entre les libertés académiques et les libertés pédagogiques. Parce que les libertés académiques, alors il y a l'indépendance de l'enseignement supérieur et de la recherche depuis 1984, et il y a la définition des libertés académiques que nous a redonnée Éric Fassin ce matin, donc pour aller plus vite, je ne vais pas la répéter. Mais en revanche, la liberté pédagogique qui concerne les enseignants du secondaire, elle est extrêmement contrainte, parce elle s'exerce, nous dit la loi, dans le respect des programmes, et des instructions du ministre chargé de l'Éducation nationale, donc là ça rajoute quand même une énorme contrainte supplémentaire, et dans le cadre du projet d'école ou d'établissement, avec le conseil et sous le contrôle
des membres des corps d'inspection. Donc vous voyez, le périmètre de cette liberté pédagogique est quand même infiniment contraint. Et donc on a pour résultat des professeurs qui sont en première ligne pour diffuser les travaux des chercheurs qui, eux, sont protégés au moins en partie par la liberté académique, et ces enseignants, eux, ne bénéficient pas des mêmes protections. Je vous donne un exemple, c'est l'enseignement des questions de genre ou des études sur le genre. Les corps d'inspection ont réformé les programmes de l'enseignement secondaire en se nourrissant en partie des travaux qui ont été accomplis sur les questions de genre, avec une politique très volontariste qui a été concrètement inscrite dans le cadre de la Convention interministérielle pour l'égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes dans le système éducatif, convention qui s'est déployée de 2019 à 2024. Et les études de genre sont utilisées dans des axes de critique des stéréotypes de genre, de lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Et donc sur ce point, il s'agit explicitement pour le ministère de l'Éducation nationale de modifier la division sexuée des rôles sociaux. Et donc les programmes depuis 2019 et la loi Evras qui vient d'entrer en application en mars dernier intègrent des savoirs issus des sciences sociales sur la question du genre. Et en réaction à cette politique éducative, des collectifs de parents se sont organisés qui mettent en œuvre des campagnes de calomnie et de haine contre des enseignants et qui sont des émanations des partis d'extrême droite, en particulier Reconquête que j'évoquais à l'instant. Et donc ces collectifs se créent et opèrent à l'appel de partis, de mouvances, d'influenceurs de la fachosphère, et ils vont attaquer la liberté pédagogique des enseignants, mais aussi les programmes de l'éducation nationale qui sont nourris par les universitaires impliqués dans la confection de ces programmes. L'angle d'attaque, c'est toujours le même, c'est cette utilisation infamante du terme d'idéologie qui remet en question à la fois la légitimité et l'autorité épistémique du chercheur, mais aussi l'intégrité et l'éthique professionnelle du professeur pour ce qui concerne le secondaire. Et ma proposition en conclusion, c'est de réhabiliter le concept d'idéologie et non pas de confondre science et idéologie, mais d'assumer qu'il y a une articulation entre les deux. La philosophie abonde en réflexion sur le concept d'idéologie. Certes, il y a la coupure épistémologique du Marx de l'idéologie allemande qui a beaucoup impacté notre appréhension du concept d'idéologie et qui nous a habitués à opposer idéologie et science. Mais à côté de cette fonction finalement assez pathologique de l'idéologie, comme image inversée du réel, qui est donc critiquée par Marx, il y a aussi un versant plus positif de l'idéologie, celui sur lequel, par exemple, le philosophe Ricoeur va élaborer sa réflexion. L'idéologie pensée comme un ensemble de médiations symboliques qui regroupe un récit commun et qui nous invite à réfléchir au fait qu'il n'y a pas de réalité à nu, mais des interprétations de l'histoire. Et il me semble que justement les atteintes aux libertés académiques et ces espèces d'invocations incantatoires à la neutralité du savant s'appuient sur une position qui est en fait complètement métaphysique et totalement idéaliste, celle d'une espèce de vérité au sens platonicien qui serait complètement indépendante de contextes historiques, de toute considération socio-historique. Et donc, réhabiliter l'idéologie, c'est aussi une manière de se démarquer de cette espèce de sophisme naturaliste qui a aussi été critiqué par un autre philosophe, qui est Putnam, la dichotomie fait-valeur, etc. Bon, je n'ai pas le temps de développer ça, mais je finirai par une citation de Ricoeur et 3 mini-conséquences. Ricoeur qui disait dans l'idéologie et l'utopie, qui sera le bon juge permettant de déterminer la vérité de cette congruence idée-réalité? C'est à nouveau une énigme, car il faudrait ici encore un observateur indépendant qui pourrait seulement affirmer que toute idée doit être jugée par son accord avec la réalité. Mais qu'est-ce que la réalité et pour qui? La réalité inclut inéluctablement toutes sortes d'appréciations et de jugements de valeur. La réalité est toujours prise dans un cadre de pensée qui est lui-même idéologique. Donc, en triple conséquence, les accusations de non-neutralité qui pèsent sur le monde académique, elles reposent sur, à mon sens, vraiment une naïveté épistémologique, peut-être même une mauvaise foi épistémologique, celle d'une réalité brute, nue, auquel nous aurions un accès immédiat formalisé par la science, celle d'une dichotomie entre faits et valeurs
conduisant à une espèce de coupure épistémologique entre d'un côté la science objective, descriptive, désintéressée, et de l'autre l'idéologie subjective, prescriptive, intéressée, donc militante. On trouve quand même énormément de ressources en épistémologie pour complètement réfuter cette naïveté ou cette mauvaise foi épistémologique. Deuxième conséquence, les idéologies se distinguent des sciences, parce que là, il faut effectivement distinguer les deux concepts, mais toutes les idéologies ne se valent pas. Elles peuvent faire justement l'objet de discussions critiques, de rationalisation. Certaines idéologies sont mieux argumentées, sont plus rationnelles, sont plus convaincantes que d'autres, et donc on peut aussi assumer, plutôt que d'utiliser le terme idéologie comme un vocable infamant, discréditant des idées, assumer l'articulation entre un travail scientifique et quelque chose qui relève de l'idéologie. En tant que philosophe, je pense qu'on peut véritablement l'assumer, parce qu'en philosophie, il y a peut-être plus une grande porosité que dans le reste des sciences sociales. La philosophie, d'ailleurs, revendiquant de ne pas être une science de toute façon. Ce qui ouvre aussi à ce qu'on puisse dire n'importe quoi. Mais enfin, voilà. Et dernière conséquence, le problème que pose l'idéologie, et ça aussi Ricoeur l'a très très bien montré dans l'idéologie et l'utopie, c'est le rapport au pouvoir. Au fond, elle est problématique quand elle est utilisée pour accréditer et légitimer un pouvoir, et ce critère, il devrait permettre de distinguer entre la situation du chercheur, qui a pour fin la constitution d'un savoir, d'une autorité épistémique, et la situation du militant, qui a pour fin la conquête ou le maintien d'un pouvoir politique. Et sur ce point, je crois que le moins qu'on puisse dire, c'est que les chercheurs critiques, dont les libertés académiques sont attaquées et menacées, ne sont en aucun cas dans une position de pouvoir que leurs travaux viseraient à renforcer et à légitimer.